On est de retour pour un épisode de 5 théories oubliées, cette émission dans laquelle on voyage dans le temps et on part explorer les théories d'une autre époque, les théories les plus populaires lorsque l'œuvre était encore en diffusion. Et l'œuvre d'aujourd'hui, c'est Breaking Bad, une série que, contrairement à Naruto la dernière fois, je n'ai découvert qu'une fois terminée. Pour faire cette vidéo, j'ai donc cherché les théories qui se racontaient à l'époque et franchement, je me suis régalé. Autant pour Naruto, je n'avais qu'à me replonger dans mes souvenirs d'enfance, là, j'ai été de découverte en découverte, avec des théories aussi what the fuck que fascinantes. Mais avant de plonger pleinement dans les théories, savez-vous pourquoi la fille de Walter s'appelle Holly ? Préparez-vous, c'est une drôle d'histoire. Dans les déserts qui encerclent Albuquerque, il fait chaud, très chaud. En plus de ça, Walter est constamment fatigué à cause de son traitement contre son cancer, ce qui l'empêche de bien se concentrer lors de la confection de sa douce meth bleue. Alors un jour, il part avec son camping-car et décide de créer une boisson revigorante pour l'aider dans son quotidien. Il concocte alors cette boisson magique qu'il baptisa Holly. Holly, c'est une marque de soft drink à base de poudre. Le concept est simple, vous avez un shaker, vous le remplissez d'eau, puis vous y versez la poudre de la saveur de votre choix. Holly, ça vous permet donc de boire sans jeter vos canettes ou vos bouteilles en plein désert. Y a pas de sucre, pas de taurine, et les arômes et colorants sont d'origine naturelle. Et mieux que ça, la poudre renferme des antioxydants et plein de vitamines. C'est le combo parfait si vous voulez rester en bonne santé. Yes, science! Il existe 3 gammes différentes en fonction de vos besoins. La gamme Sportive Hydratation pour rester hydraté lors de vos sessions dans le désert, la gamme Ice Tea pour vous rappeler votre doux foyer qui vous attend, et la gamme Énergie pour rester éveillé quand votre meth se prépare. Ouais, Walter White a pensé à tout. Vous l'avez compris, avec Holly, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour votre santé, et avec le code promo Didi5, vous avez le droit à 5 € de réduction sur votre première commande. Je vous conseille le pack découverte, comme ça vous pouvez tester tous les goûts disponibles, même si, de mon côté, j'ai quand même un faible pour la gamme Énergie. Bref, maintenant vous savez comment bien vous hydrater, et surtout vous savez pourquoi Walter White a appelé sa fille Holly, en hommage à cette boisson extraordinaire. Allez, 5 théories oubliées sur Breaking Bad, c'est parti. Walt n'a pas de cancer par hasard, on est dans une fiction, il y a forcément une explication. Ça, c'est une des premières théories qui émerge en 2008. Il y a une raison derrière son cancer et cette raison jouera forcément un rôle à un moment donné dans la série. Dans la première saison, les médecins demandent à Walt s'il fume, ce à quoi il répondra par la négative et même Skyler cherchera une cause derrière la maladie. Alors, comme Skyler, les fans vont chercher une explication. Et ils vont chercher tout le long de la série. Plusieurs théories vont voir le jour. Son cancer se serait développé à cause d'un accident à l'époque où il travaillait chez Grey Matter, ou à cause des moisissures qui évoluent sous la maison, ou encore à cause de Skyler elle-même. Il y a même une théorie qui stipule que Walt n'a jamais eu de cancer, qu'il se provoque les symptômes lui-même à l'aide de produits chimiques pour avoir accès à la pharmacie de l'hôpital, pharmacie où il trouverait de nombreux éléments nécessaires à la confection de la meth. Si j'ai bien compris, ces théories n'ont jamais été très populaires lors de la diffusion de Breaking Bad. En même temps, elles ne sont pas ouf. Néanmoins, il y a une théorie qui va naître lors de la saison 3 et qui, elle, va clairement faire son petit chemin sur Internet. Et cette théorie, c'est celle qui prétend que Madrigal est à l'origine du cancer de Walt. Madrigal, c'est un conglomérat énorme et diversifié dans les équipements industriels, le transport maritime mondial, la construction, l'hôtellerie. On sait qu'elle produit des filtres à air, que c'est la société mère derrière Los Pollos Hermanos, qui offre à Gus une couverture légale derrière sa création et distribution de meth, mais qu'elle est aussi l'entreprise qui gère les opérations de Jack Welker et sa bande de nazis. Madrigal, c'est donc un peu l'antagoniste ultime de Breaking Bad, un antagoniste si géant et si tentaculaire que son ombre plane sur toute la série. La théorie est donc la suivante. Puisqu'on sait que Madrigal fabrique des équipements industriels et qu'on nous a mis plusieurs fois sous les yeux ces fameux filtres à air, alors sûrement que ces filtres à air sont importants et que les filtres de Grey Matter provenaient de chez Madrigal. Malheureusement, ils étaient défectueux et Walt aurait un cancer à cause de ces fameux filtres qu'il utilisait à l'époque où il travaillait avec Elliot chez Grey Matter. L'ultime saison de Breaking Bad accueillera alors le grand retour d'Elliot et Gretchen et montrera comment Walt va démanteler Madrigal une bonne fois pour toutes, bouclant la boucle et prenant sa revanche sur tous ceux qui sont à l'origine de tout le mal de la série, mais aussi et surtout de tous ceux qui sont à l'origine de son cancer. Tout serait arrivé pour une raison et, à l'image de la fin de la première saison, tout aurait trouvé une résolution dans un final explosif. C'est pas du tout ce qui s'est passé.
La série se veut proche d'un certain réalisme, donc pas d'explication farfelue sur le cancer et surtout, aucun lien ne sera jamais dévoilé entre Grey Matter et Madrigal. Mais c'est fou de se dire qu'il fut un temps où personne ne savait de quoi était faite la dernière saison de Breaking Bad. Ok, je vous fais un joli plan là. Là, il y a une belle lumière. Parce qu'on va parler de Ted. Je suis désolé, mais il faut le faire. Je sais que ça va pas plaire à grand monde, mais on est obligé de passer par là. Ted, c'est ni plus ni moins le personnage le plus détesté de l'univers Breaking Bad. Une grande partie des internautes ne peuvent vraiment pas le voir en peinture, que ce soit lui, ses arcs d'épisodes ou même les intrigues qui lui sont liées. Happy birthday, Mr. President of Beneke Fabricators Incorporated. I fucked Ted. C'est quoi l'intérêt de Ted ? Eh bien aujourd'hui, avec une vision plus globale de la série, on peut dire que ça a au moins servi à accélérer la descente aux enfers du couple White et, dans une moindre mesure, à l'évolution du personnage de Skyler. Mais à l'époque, beaucoup font savoir que l'arc Ted les emmerde, que cet arc n'a aucun intérêt, ce à quoi d'autres répondent que l'arc Ted va probablement servir à quelque chose d'important. Et là, c'est le moment où les théories partent en sucette. Ted serait le prochain gros méchant, voire un allié secret du cartel qui garde un œil sur Skyler. Il y avait aussi des théories comme quoi son entreprise servait à blanchir de l'argent provenant d'un business de maître. Bref, tout le monde cherchait un lien avec l'intrigue principale. Mais la théorie la plus populaire, c'était que Ted était le père de Walter Jr. De Ted Jr. du coup d'ailleurs. Cette théorie, elle reposait pas sur énormément d'arguments. En fait, on pourrait même dire qu'elle reposait surtout sur l'envie des gens que l'intrigue autour de Ted se lie à l'intrigue principale. Et si Ted était le réel père de Walter Jr., la révélation aurait pu radicalement faire basculer Walter, le transformant une bonne fois pour toutes en Heisenberg sans pitié qu'il était destiné à devenir. Enfin, cette théorie, elle ne sort quand même pas de nulle part, non, vous vous en doutez. Elle repose en fait sur deux éléments qui sont un peu anodins, mais qui, avec cette théorie en tête, prennent quand même vachement de sens. Le premier élément, c'est qu'il est suggéré dans la série que Skyler et Ted ont un passé. On sait pour sûr qu'il y a eu un peu de flirt, que Ted de son côté, il a eu un gros crush, mais on n'en sait pas plus. Il y a un passé, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont couché ensemble ? La série n'y répond pas. Mais le deuxième élément, c'est ce dialogue. How's Walt Jr.? Oh, 10th grade, and he's just growing like a weed. Wow, handsome. Oh my God. Good genes. Pour pas mal de monde à l'époque, ce good gene serait ironique. Il sous-entendrait que c'est lui, le père. Alors selon cette théorie, Skyler et Ted ont donc bien une liaison dans le passé, à l'époque où Walt travaillait chez Grey Matter. Skyler tombe enceinte, Walt croit que le bébé à venir est le sien, et pour sa famille, il quitte Grey Matter et emménage avec elle. Dans les prochains épisodes, Ted va forcément rencontrer Walt pour lui révéler toute la vérité, et Walt s'abandonnera pleinement à son côté obscur. Bon, on n'est pas dans Star Wars, Walt ne deviendra pas Heisenberg à cause d'une trahison amoureuse, mais vous le sentez venir, le 5 théories oubliées sur Star Wars. On va voyager dans le temps dans les années 70, ça va être incroyable. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. Bref, je comprends que les gens à l'époque... ils ont un épisode par semaine, quoi. Ils attendent 7 jours pour se retrouver avec 20 minutes de Ted par épisode. Non, je comprends leur frustration et je comprends qu'ils aient eu envie que cette intrigue se lie soit à celle de Walt, soit qu'elle ait une conclusion beaucoup plus explosive. Mais c'est pas vers ça qu'ont été nos chers scénaristes. La terrasse de Walt en noir et blanc. En fond sonore, des sirènes qui retentissent. Un œil flotte sur la piscine. Puis, le rose de ce qu'il semble être une peluche carbonisée vient briser le code couleur de cette étrange séquence. Tout le long de la saison 2 de Breaking Bad, les spectateurs auront ainsi le droit à ces quelques flashs du futur. Flashs qui en dévoileront davantage au fil des épisodes. Des flashs qui auront bien sûr fait théoriser un bon nombre de fans. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, j'ai tout de suite pensé à ces séquences en noir et blanc. Aujourd'hui, on sait tous qu'un accident d'avion a eu lieu au-dessus d'Albuquerque, mais
Qu'est-ce qu'imaginaient les gens à l'époque? Vivre ce mystère, ça a quand même dû être quelque chose. Déjà, sachez que ça a été chaud de trouver des infos. La série, elle n'était pas très populaire lors de sa diffusion. Il a fallu attendre qu'elle arrive sur Netflix, qu'elle soit terminée pour que vraiment il y ait l'explosion qu'on connaît aujourd'hui. Et il a fallu attendre la saison 3 pour qu'il y ait un subreddit à son sujet. Donc là, on est en pleine saison 2. Ça a été chaud. Alors, j'ai fouillé. J'ai cherché sur des forums obscurs, sur des vieux commentaires YouTube. J'ai été demander à des gens qui suivaient la série à l'époque. Et il y a un truc que j'avais pas du tout vu venir. La révélation de l'accident d'avion a déçu pas mal de monde. Ouais. Et pour le comprendre, il faut revenir sur les hypothèses les plus populaires de 2009. La première, c'est que Walt va créer un labo dans sa propre maison. Suite à une mauvaise manipulation, le labo va exploser et l'accident tuera toute sa famille. Si vous trouvez ça con, juste là on est en 2009. Bien sûr que Walt ne fera jamais un labo dans sa propre maison dans laquelle Hank vient régulièrement en plus. Mais à ce moment-là, les gens n'ont vu que 8 épisodes, ils ne connaissent pas Walt autant qu'on le connaît nous, aujourd'hui. Et puisqu'on parle de Hank, il y a une deuxième théorie qui existe à ce moment-là. Ce n'est pas un labo qui a explosé, mais Walt et Hank qui se sont affrontés. Hank ayant découvert le secret de Walt. Et ceci expliquerait les sirènes que l'on entend, ce sont les renforts qui arrivent. En vrai, je me mets facilement à la place des gens qui ont suivi Breaking Bad à l'époque. Ils ont un épisode par semaine. À ce rythme-là, t'as le temps de te faire 1000 théories entre chaque épisode. C'est normal qu'on se retrouve avec des théories comme ça, et à mon avis, personne n'aurait pu prévoir le twist final. En tout cas, j'ai pas trouvé de gens qui ont parlé d'un avion avant l'épisode final. Mais les épisodes continuent et de nouveaux flashs font leur apparition. On y voit des hommes en combinaison faire le grand ménage et surtout, 2 corps devant la maison des White. Aucun doute, il s'agit pour les gens de Skyler et de Walter Jr. Là, il y a une troisième théorie qui arrive. Walt va se faire un nouvel ennemi qui va tuer toute sa famille. D'ailleurs, le rose pourrait être en lien avec Jesse, dont le nom est Pinkman. Pink, ça veut dire rose, donc soit cet ennemi est en réalité Jesse lui-même, soit Jesse va lui aussi mourir dans le final. Labo qui explose, affrontement avec Hank, Jesse qui meurt, un nouvel ennemi. Les gens s'enflamment semaine après semaine pour un drame qui n'arrivera jamais. Au final, vous le savez, Vince Gilligan optera pour un final plus poétique, philosophique, montrant comment les actions de Walt peuvent se répercuter à des kilomètres et réatterrir sur son propre foyer. Et en vérité, je ne changerai ce final pour rien au monde. D'ailleurs, petit fun fact, on raconte souvent sur internet que cette peluche carbonisée est un foreshadowing de la mort de Gus. Et ça n'a aucun sens. Gilligan a d'ailleurs dit que c'était faux à plusieurs reprises, alors arrêtez de faire des théories sur cette peluche, s'il vous plaît. Mais puisqu'on parle de Gus... Sacré sujet ça, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas là le plus grand mystère de Breaking Bad, en vrai? Quand Gus Fring est apparu dans la série, les spectateurs se sont étonnés de voir un personnage si méthodique, si calme, si stratège, si méticuleux. Ça changeait de Tuco, ça c'est sûr. Mais justement, ça changeait un peu trop de Tuco et les gens vont se dire que Gus n'est probablement pas celui qu'il prétend être. D'où vient-il? D'où lui viennent tous ces contacts? Comment a-t-il pu bâtir un empire si conséquent? Pourquoi ne semble-t-il pas inquiété par la DEA? Eh bien justement, Hank a enquêté pour nous et... c'est bizarre. Is Gustavo Fring your real name? I mean, records show that you immigrated to Mexico in 1986, and then a couple years later you were granted an entry visa to the United States. But there's no record of Gustavo Fring ever having existed in Chile, which I find, strange. Il n'existe aucun document attestant de l'existence de Gus Fring avant 86. Alors là, il y a 2 sortes de spectateurs. Ceux pour qui il n'y a aucun mystère, qui sont passés à autre chose dès la scène suivante, et ceux qui sont persuadés qu'il s'agit d'un nouveau puzzle à résoudre et que, si ce n'était pas le cas, une telle scène n'existerait pas. Et si j'avais suivi la série à l'époque, il ne fait aucun doute que j'aurais été de ceux-là. La première théorie qui voit le jour, c'est que Gus est un agent de la CIA. Il enquêterait sur le cartel et le réseau installé au Nouveau-Mexique, ce qui expliquerait d'où lui vient tout son matériel, son caractère froid et si méthodique, ainsi que son apparente confiance. Sauf que le truc, c'est que la commu va rassembler 2 autres pièces du puzzle, 2 autres pièces qui ne s'emboîtent pas dans le puzzle CIA. Et la première, c'est ça. Gran hombre, gran generalissimo,
gran cocinero es más parecido el hombre gallina. Hector qui parle de Gus en l'appelant Generalissimo, littéralement général avec une pointe d'ironie. Mais l'autre pièce du puzzle, c'est Don Eladio qui explique pourquoi il ne tue pas Gus. La única razón por la cual tú estás vivo y él no es porque yo sé quién eres tú. Bizarre, hein? Ouais, c'est flou, on sait pas. Pas de signe de Gus avant 86, Hector qui l'appelle Generalissimo et Don Eladio qui semble savoir un truc secret. Mais revenons à Hank qui interroge Gus. Sa défense à Gus, c'est celle-ci. General Pinochet's government was guilty of a great many sins. First and foremost were its human rights abuses. But it was also notoriously unreliable at keeping records. I'm sure if you keep digging, you'll find me. Augusto Pinochet. Si vous ne savez pas qui c'est, eh bien, c'est un général qui a dirigé le Chili après avoir renversé le président Salvador Allende lors d'un coup d'État militaire le 11 septembre 1973. Il a gouverné le pays en tant que dictateur jusqu'en 90, dans une période marquée par des violations des droits de l'homme et autres répressions politiques. Et si Gus avait fait partie du gouvernement de Pinochet? Lui, qui est extrêmement organisé et méthodique, ça pourrait venir d'une éducation militaire et là, le généralissimo d'Hector prendrait tout son sens. En plus, ça expliquerait comment il a pu établir un empire criminel si vaste, car il avait les ressources et les contacts de par le gouvernement de Pinochet. La théorie se tient. Et elle se tient de ouf. Et elle se tient tellement de ouf que les gens vont espérer tout le long de Breaking Bad qu'elle soit enfin confirmée. Mais elle ne sera jamais confirmée. Puis vient Better Call Saul, tel le Messie, dont le but est de révéler le passé de Saul et le passé de Mike. Sauf que là, contrairement à Breaking Bad, j'étais là pour suivre tout l'engouement, j'étais là pour suivre toutes les théories, et dès le début de Better Call Saul, il y avait déjà des gens qui priaient pour qu'on ait enfin les révélations sur Gus Fring. Et ils ont attendu longtemps. On a attendu longtemps. On attend toujours en fait. Car malheureusement, dans Better Call Saul, nous n'aurons ni confirmation, ni réfutation de cette théorie. Enfin, disons que Gilligan sait très bien ce qu'on attend et qu'il aime nous torturer. No entiendes a Gustavo. Con él, todo es negocio. ¿Todo es negocio? Como lo que pasó en Santiago, ¿eso también era negocio? Do you remember Santiago? The two of us, our backs to the wall. I will never forget what you did. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Santiago? Mais on ne sait pas. Ces références ne sont jamais expliquées dans la série. Mais, bizarrement, durant sa dictature, Pinochet a été victime d'une tentative d'assassinat dans les montagnes près de Santiago. Lors de cette tentative, 5 de ses gardes ont été tués et d'autres ont été sévèrement blessés. Et cette tentative, comme par hasard, elle s'est faite en 1986. Voilà. C'est frustrant. C'est frustrant de ouf. Le passé de Gus, c'est quand même le plus gros mystère de Breaking Bad. Et le fait qu'on n'ait pas eu de réponse non plus dans Better Call Saul, c'est tellement bizarre et c'est tellement frustrant. Mais qui sait, peut-être qu'on aura une réponse dans un futur spin-off. Un spin-off sur la jeunesse de Gus Fring. Ah, c'est frustrant, je sais même pas comment terminer cette partie, juste... Ouais, on passe à la suite, quoi. Bon, vous l'avez compris, Better Call Saul, contrairement à Breaking Bad, j'étais de la partie. Je les suivais là, toutes les théories, chaque semaine sur les réseaux et sur les forums, et je peux vous dire que Kim, c'était THE sujet. Putain, il y en a eu des théories sur Kim. Tout au long de Better Call Saul, plusieurs personnages très importants vont faire leur apparition, comme Chuck, Nacho, Howard, Werner, Lalo. Des personnages si importants que de nombreuses théories sont nées pour expliquer leur absence dans Breaking Bad. Mais aucun personnage n'a généré autant de théories que Kim Wexler. Évidemment, la plus évidente, c'est qu'elle meurt avant les événements de Breaking Bad. D'ailleurs, c'est le sort qui sera réservé à ces 5 personnages, mais justement, et si Gilligan et son équipe avaient prévu autre chose pour Kim ? Sa mort serait bien trop évidente, il lui arrivera forcément autre chose.
Des gens ont longtemps pensé qu'elle allait être placée en protection de témoins, ou bien qu'elle allait être kidnappée, ou encore qu'elle allait finir en prison. Mais la théorie la plus vivace, c'était que Kim tire les ficelles de Breaking Bad. Et alors là, il y avait deux versions totalement différentes. Et la première, c'est celle qui fait de Kim la big boss de Saul Goodman & Associates. En effet, dans Breaking Bad, Saul blanchit son argent grâce à une autre société, Ice Station Zebra. And make it out to Ice Station Zebra Associates. That's my loan out. It's totally legit. It's done just for tax purposes. What is Ice Station Zebra Associates? It's a loan out. It's fine. Et Ice Station Zebra, c'est aussi le nom d'un film réalisé par John Sturge en 1968. Et quel rapport avec Kim? Vous n'avez pas été attentif. Ice Station Zebra, c'est justement le film préféré de Kim. Et dans la saison 2, Kim et Jimmy montent une arnaque et parviennent à convaincre un inconnu dans un bar de leur faire un chèque de $10 000. Et ce chèque, il est adressé à Ice Station Zebra. La théorie, c'était donc que Kim allait sombrer dans les arnaques et elle-même être à l'origine de la transformation du Jimmy de Better Call Saul en Saul que l'on connaît de Breaking Bad. Leur influence négative mutuelle les aurait changés à tout jamais et dans l'ombre, Kim serait celle qui tire les ficelles des événements de Breaking Bad, offrant ainsi aux spectateurs une conclusion à la fois tragique et ironique pour ce personnage tant apprécié. Mais la deuxième version de cette théorie est beaucoup plus sombre. Selon cette autre théorie, Kim ne tirerait pas les ficelles de Breaking Bad via Ice Station Zebra, mais via Los Pollos Hermanos. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut se remettre dans l'arc de Mesa Verde. Mesa Verde, c'est donc la banque pour qui Kim travaille. Elle travaille notamment pour leur expansion puisque Kevin, le patron, veut s'implanter dans divers États. Et quelle autre organisation a connu une grande expansion dans la série? Los Pollos Hermanos. Dans Better Call Saul, Gus possède 7 restaurants. Dans Breaking Bad, il en possède désormais 14. Le calcul est donc le suivant. Les talents de Kim, plus Kim qui commence à faire des magouilles, égale Kim travaille pour Gus durant Breaking Bad. Les gens en étaient vraiment persuadés pendant un moment, surtout après l'épisode 8 de la dernière saison, où les chemins de Kim et Gus se croisent enfin. Certains pensaient qu'elle allait travailler pour lui pour se venger de Jimmy ou pour protéger Jimmy, voire pire, qu'elle était prisonnière de Gus. Il y en avait d'autres qui partaient encore plus loin et qui disaient que Kim allait rejoindre Madrigal. Comme ça, on apprendrait enfin la vérité sur cette mystérieuse entreprise. Kim deviendrait l'avocate de cet ultime antagoniste, comme je disais tout en début de vidéo, comme quoi, de la première théorie sur Breaking Bad à la dernière sur Better Call Saul, les gens n'ont jamais cessé de vouloir des réponses sur Madrigal. Au final, Kim ne tire pas du tout les ficelles de Breaking Bad. Au contraire, réalisant que sa relation avec Jimmy est destructrice, elle met fin à leur vie commune et s'installe en Floride, loin du chaos dans lequel Saul s'enfonce suite à cette rupture. Une conclusion douce et amère qui a le mérite de faire la transition avec Breaking Bad sans changer l'image que l'on a de la série mère, et d'une manière aussi tragique que cohérente. Mais Gilligan n'en reste pas là puisque les derniers épisodes de Better Call Saul se déroulent après Breaking Bad. Et après des années sans nouvelles, Kim revient enfin. Et les scénaristes nous offrent un épisode final magistral qui n'est ni là pour nous parler des origines de Madrigal ou du passé de Gus, mais pour nous dévoiler que cette série, c'était avant tout l'histoire de Kim et Jimmy. Tout le reste n'a pas d'importance. Ce qui en a, c'est la flamme de leur amour passionnel et destructeur. Si destructeur qu'il parvient, telle la peluche carbonisée dans la piscine de Walt, à détruire l'espace d'un instant le noir et blanc de ce futur dénué de couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci pour vos retours sur l'épisode de Naruto, j'espère que vous allez kiffer celui-là tout autant. La prochaine fois, un nouveau 5 théories oubliées et après ça, on retournera à un épisode de 5 théories classiques en lien avec des secrets religieux. Merci à Oli d'avoir soutenu cet épisode, n'oubliez pas le code promo Didi5 quand vous allez commander avec le lien qui se trouve en description. C'était Didi, à la prochaine pour de nouvelles théories. La bise.